Et 10 minutes après, j'ai envie de faire archéologue, quoi, si vous voulez. C'est moi, et je commence à refaire de la biblio, et bon, puis après je me calme, hein, il est 2h du mat, je vais me coucher, et le lendemain je redeviens biologiste, mais vous voyez. Bonjour, Bonjour. est-ce que vous pouvez vous présenter aux étudiants qui nous regardent? Oui, rapidement, donc moi je m'appelle Joël Attia, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Saint-Étienne. Donc je travaille en tant qu'enseignant à la Faculté des Sciences, et en ce qui concerne la partie recherche, je suis biologiste, et donc je m'intéresse aux communications animales, et je suis membre de l'équipe ENES, donc qui veut dire équipe de neuroéthologie sensorielle. Moi, je m'intéresse plus particulièrement donc au comportement animal et à la communication acoustique chez les poissons. Ça, c'est le sujet que je développe avec certains autres collègues à l'intérieur de l'équipe ENES. Donc. Alors j'ai pu me renseigner et vous avez travaillé sur différents sujets depuis. Et le dernier en date, c'est la communication chez les poissons cavernes, j'ai vu. Alors en fait, on a travaillé en collaboration avec une collègue donc de Gif-sur-Yvette qui s'appelle Sylvie Rétaux, et avec une étudiante donc qui s'appelle donc Carole Hyacinthe. Et avec cette étudiante, on avait le projet d'étudier les sons produits par ces animaux. Donc les animaux en question, ce sont des petits poissons mexicains. Donc il existe en fait deux formes, une forme cavernicole et puis une forme dite de surface. Et on avait comme objectif de comparer un petit peu les productions acoustiques de ces deux formes, de voir s'il y avait des façons différentes d'utiliser, déjà de savoir si ces animaux produisaient des sons, parce qu'on ne le savait pas, et d'autre part de voir s'il y avait des différences dans leur production, associées peut-être à leur mode de vie différent, puisque la forme cavernicole, eh bien, elle vit dans un milieu complètement obscur, c'est une forme qui est aveugle, tandis que la forme de surface vit donc dans les rivières mexicaines, avec un milieu assez classique de rivière. Ce sont des formes qui ont des yeux, etc. Donc on a des grosses différences de style de vie, de mode de vie, de milieu de vie. Et c'était intéressant de se poser la question, ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent, de la communication acoustique chez ces deux formes de la même espèce, en fait. Sur le campus, vous travaillez à l'ENES. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce laboratoire? Alors en fait, ce laboratoire, hein, donc, il est dirigé par Nicolas Madevon. Il existe depuis une quinzaine d'années, et en fait, il est spécialisé dans l'étude de la communication chez les animaux, et notamment de la communication acoustique. Donc en fait, au sein de cette équipe, hein, on est environ 7 titulaires, 7 permanents, et il y a différents modèles qui sont étudiés. Des grands singes, alors pas que les chimpanzés d'ailleurs, et puis ces animaux-là ne sont pas au laboratoire, en l'occurrence ils sont sur le terrain. On étudie aussi les poissons, puis ça c'est la partie qui m'intéresse un peu plus, mais il y a toutes sortes d'autres animaux qui sont étudiés, dont on étudie la communication. Alors vous avez aussi, par exemple en ce moment on a une petite souris africaine sur laquelle j'ai un collègue qui travaille, Nicolas Madevon en l'occurrence, et puis Florence Levreau. En fait c'est un groupe de collègues qui travaillent sur ce modèle. Voilà, il y a un certain nombre de modèles, donc qui sont soit présents au labo, soit sur des terrains extérieurs. Et donc on travaille toujours avec comme objectif de comprendre les communications de ces espèces-là. Est-ce qu'il y a un fait d'actualité dans votre discipline assez récent, entre 2020 et 2021, hormis le Covid, bien sûr? Alors, ce qui s'est passé récemment, c'est que vous savez, il y a un robot qui s'est posé sur la planète Mars, là, le robot Persévérance. Et sur ce robot, il y avait un micro. C'est la première fois que on a pu entendre en fait les sons de Mars, donc le vent martien. Avant peut-être d'entendre un jour, je sais pas moi, un vrai martien ou une espèce vivante martienne. Mais en tout cas, déjà, ce côté acoustique, ce côté son, là, ça a retenu mon attention sur ces derniers moments. Et alors, qu'est-ce qui se dit sur Mars? Ah, ça, le bruit du vent martien ressemble pas mal au bruit qu'on peut rencontrer dans un désert. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai eu comme impression en écoutant ce son, quoi. Alors, avant vos études, est-ce que vous saviez déjà ce que vous vouliez faire?
De façon précise, pas forcément. Il y avait un certain nombre de choses déjà que j'aimais faire. Par exemple, j'aime toujours tout démonter chez moi, toutes sortes d'appareils, comprendre en fait comment ça fonctionne, et c'est de voir comment les choses sont agencées pour fonctionner en fait. J'aimais bien aussi le milieu naturel, j'aimais bien observer les animaux. J'étais curieux de beaucoup de choses en fait, et ces choses-là, ben bon après quelque part j'ai réussi à les recycler un petit peu si vous voulez dans mon métier actuel qui est enseignant-chercheur. La recherche, c'est vraiment chercher à comprendre. C'est déjà d'avoir une curiosité vis-à-vis de ce qui nous entoure, de ce qui vous entoure, d'essayer de comprendre aussi les mécanismes qui sont en jeu dans ce qu'on observe en fait. Donc de démonter quelque part des mécanismes, quoi. Quel a été votre parcours universitaire pour arriver où vous êtes maintenant? En fait, donc moi j'ai fait, donc à l'époque, il y avait un premier diplôme qui s'appelait le DUG, c'est l'équivalent de la L1 et de la L2 en fait. Donc c'était sur 2 ans, voilà. Donc j'ai fait ça à Saint-Étienne, donc c'était un DUG de biologie. Ensuite j'ai fait une licence, donc c'est l'équivalent du L3 d'aujourd'hui. Donc ça c'était sur Lyon. Et puis ensuite une maîtrise, alors ça c'est l'équivalent du M1. Aujourd'hui on dit Master 1. Et j'ai fait ça sur Lyon aussi, c'était en physiologie, maîtrise de physiologie. Et puis je suis parti sur donc l'équivalent du Master 2, ce qu'on appelait le DEA à l'époque, le diplôme d'études approfondies. Donc c'était déjà structuré de la même façon qu'un Master 2, c'est-à-dire il y avait des cours, mais il y avait aussi un long stage de 6 mois, donc que j'ai réalisé à l'université de Saint-Étienne. J'ai travaillé dans le laboratoire à ce moment-là du professeur Bernard Buisson, et j'ai travaillé donc sur le comportement des escargots dans ce cadre-là. Et puis en fait, derrière ce Master 2, j'ai continué avec une thèse, cette fois-ci, donc toujours aussi à Saint-Étienne, donc toujours chez Bernard Buisson, et cette thèse, elle portait en fait sur les rythmes locomoteurs en fait de l'escargot, et on pourrait dire la recherche de l'horloge biologique chez l'escargot. Peut-être il y avait une raison. Pourquoi vous êtes dirigé vers les escargots? Ah, ouais, c'est un peu le hasard qui a fait ça. C'était un sujet sur lequel j'avais travaillé déjà un peu en master, et donc il y avait une possibilité de travailler dessus sur une thèse, et j'ai continué comme ça sur ce modèle-là en fait. Vous avez, après cette thèse sur les escargots, sur le comportement des escargots, vous avez fait donc plusieurs autres thèses. On a parlé tout à l'heure de l'étude des comportements des poissons cavernes. Alors, en fait, après la thèse, donc pour continuer sur l'histoire du métier, après, normalement, on est censé faire un certain nombre d'autres études. Bon, on appelle ça des post-docs, ou des choses comme ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir rapidement une proposition de poste. Alors, bien sûr, pour pouvoir candidater sur les postes d'enseignants-chercheurs, il faut suivre un certain parcours. Après la thèse, il faut publier un certain nombre de papiers scientifiques sur son travail. J'ai eu l'occasion d'être ATVR pendant 2 années, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'un enseignant-chercheur, mais en intérim, si on peut dire, c'est-à-dire que c'est pas du tout un poste fixe. Et donc à cette occasion-là, donc j'ai développé d'autres modèles et d'autres études, mais toujours en relation avec le comportement animal. Donc j'ai travaillé sur le poisson notamment. À l'époque, je ne travaillais pas encore sur la communication chez le poisson. Et puis donc, à l'issue de ces différentes années, j'ai été recruté sur un poste de maître de conférence, donc en tant qu'enseignant-chercheur. Et c'est ce type-là de poste que j'occupe actuellement. Et donc oui, une fois qu'on est en poste, on a la possibilité de développer tout un tas de recherches, toujours dans l'axe de l'équipe à laquelle on appartient. Mais voilà comment ça s'est un petit peu mis en place pour continuer sur l'idée de la mise en place de la carrière. On passe pas directement d'une thèse à directement enseignant-chercheur, c'est ça? Eh bien non, il y a encore quelques petites étapes. Donc effectivement, par exemple, il faut déjà atteindre par exemple, ce qu'on appelle le niveau de qualification. Alors la qualification est en train de disparaître plus ou moins à l'heure actuelle, mais ça voulait dire qu'il fallait avoir un certain dossier de publication, c'est-à-dire avoir déjà un certain niveau d'études, de recherche, si vous voulez,
pour pouvoir ensuite candidater. Donc une fois qu'on avait ce diplôme de qualification qu'on obtenait de façon nationale, ensuite on était à même de pouvoir candidater sur des postes qui s'ouvraient sur les différentes universités. Donc ensuite on candidate sur ces postes, on passe un concours, hein, c'est une sorte de grand oral, et si on est classé premier sur un de ces postes-là, eh bien là on accède en fait au métier de chercheur, en tout cas dans le domaine public, hein, dans le domaine de la recherche publique, c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez rappeler votre sujet d'étude actuel? Oui, donc voilà. Donc là, à l'heure actuelle, moi je travaille sur les poissons et sur la communication chez les poissons, et notamment principalement sur la communication acoustique. Alors pourquoi ce sujet d'étude? Alors, c'est une bonne question. En fait, je dirais que, en fait, moi tout m'intéresse en fait, dans l'absolu, tout m'intéresse, globalement tout. Après en sciences, ben pareil. Absolument tout m'intéresse. Je regarde un reportage sur l'archéologie, il n'y a pas si longtemps sur Arte, j'ai vu ça. Donc il y a des équipes qui sont allées fouiller, je crois que c'est à la hauteur d'Avignon ou de Arles, le Rhône, et qui ont retrouvé tout un tas de vestiges, notamment un buste de César. Et 10 minutes après, j'ai envie de faire archéologue, quoi, si vous voulez. C'est moi, et je commence à refaire de la biblio, et bon, puis après je me calme, hein, il est 2h du mat, je vais me coucher, et le lendemain je redeviens biologiste. Mais vous voyez, je dirais que c'est presque plus le sujet qui m'est tombé dessus que moi qui l'ai choisi vraiment en fait. Je pense que j'aurais pu faire autre chose. Donc ce que vous apporte votre métier en fait, c'est la découverte de nouvelles choses. Oui, c'est vrai, c'est la découverte de nouvelles connaissances, mais il y a aussi autre chose qui est intéressant, c'est la découverte de soi-même en fait aussi. C'est peut-être bateau de dire ça, mais en avançant dans le sujet, en analysant les choses, la façon dont on les analyse, elle dépend aussi de l'âge que vous avez, des événements, de ce que vous avez vécu. Et finalement, on se découvre aussi à travers ce qu'on fait. C'est aussi intéressant que ce qu'on trouve réellement d'un point de vue scientifique, quoi. C'est comme une... je trouve que ça ressemble beaucoup à la démarche artistique aussi. C'est-à-dire que la création de la personne, de son mode d'expression, moi ça va être l'article scientifique par exemple, elle dépend beaucoup aussi de ce que la personne vit dans son art, quoi. Moi, modestement, je comparerais ça aussi à la démarche artistique, quoi, la démarche scientifique. Il y a pas mal de choses qui se recoupent là-dedans. À quel moment avez-vous voulu faire le métier que vous faites maintenant dans vos études? Quel a été le déclencheur en fait? Je me souviens que je crois que c'était en 5e ou en 4e, donc ça remonte à quelques années. J'avais eu un prof, je me souviens bien de son nom, hein, c'était Monsieur Cancade, un prof donc alors on n'appelait pas ça, je crois que c'était sciences naturelles, je sais plus si ça s'appelait pas plutôt comme ça que biologie. Et donc ce prof nous avait, on avait commencé à travailler sur la fermentation alcoolique concernant le vin, c'est-à-dire comment ça se passait, comment on arrivait à une fermentation alcoolique. Et donc il nous avait fait faire tout un tas d'expériences petit à petit pour nous faire comprendre en fait que ces fermentations, elles étaient liées aux levures qui sont situées sur la peau du raisin. Et alors, bon, vous allez me dire, oui, quoi d'exceptionnel là-dedans? Pour moi, c'était comme une sorte de révélation, en fait. C'est-à-dire que par la façon dont cet enseignant nous a amené à réfléchir, comment on a fait pour construire les expériences, pour prouver les choses, pour démonter les mécanismes, encore une fois, moi, c'est les choses qui m'intéressaient, eh bien, on était arrivé à la fin à élucider quelque chose qui peut paraître mystérieux de l'extérieur, hein. Tout ça, ça m'avait emballé, quoi. J'avais trouvé ça magique, quoi. C'était vraiment lumineux. Ce que les étudiants se posent comme question, je pense, c'est lors de vos études, quel type d'étudiant étiez-vous? Alors, j'ai 4 possibilités de réponse. La A, studieux. La B, fêtard. La C, impliqué dans la vie étudiante, dans les associations. Ou la D, les 3 en même temps. Ah oui, d'accord, c'est un QCM en fait. Exactement. Ah oui. Alors, on va dire impliqué dans les études, ouais, je l'étais, parce que bon, dans les premières années en tout cas,
je faisais partie d'un syndicat étudiant qui s'appelait l'UGES-UNEF, donc. Et donc c'était une assoce, hein, centrée autour d'une assoce, autour d'un collègue, d'un camarade à l'époque qui s'appelait Bernard Capuano. Et donc il avait monté ça pour vitaliser un petit peu la vie sur le campus. Voilà. Alors à l'époque, par exemple, c'était l'époque des photocopieuses, par exemple, hein, des choses qui sont peut-être moins utilisées aujourd'hui. Mais pouvoir, par exemple, on n'arrivait pas à assister à un cours, on voulait en avoir une copie, il fallait avoir accès à des photocopieuses. Et on avait mis en place ça sur le campus, en fait. Donc gérer une photocopieuse, hein, vous voyez, ça a l'air de rien, mais ça crée du lien, ça crée un service utile. Bon, c'était des choses comme ça. Donc ce côté, comment dire, voilà, animer le campus. S'impliquer pour la vie des autres. Ouais, c'est ça effectivement. Avoir un côté la coopération, c'est quelque chose qui m'intéressait. En tout cas, quand Bernard Capuano a monté ça, j'ai trouvé ça excellent et je suis parti avec lui, quoi. Et puis d'autres, hein, on était plusieurs à faire ça. Alors le côté fêtard, bien sûr fêtard, mais forcément. Enfin, quand on est étudiant, ça fait partie aussi du truc, quoi, je veux dire. Moi, le système universitaire m'allait bien, quoi. Ça veut dire que oui, il y avait des fêtes aussi. Bon, il y a des fêtes aussi en grande école, mais je veux dire, les fêtes de l'université, c'était sympa aussi, quoi. Voilà, donc j'en ai pas raté trop. Et alors, je dirais que, n'empêche que j'étais quand même sérieux aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est pas du tout incompatible, en fait. En fait, je pense que c'est les trois. Dans votre réponse, voilà. Et quand je dis sérieux, c'était sérieux à ma façon aussi. C'est-à-dire que moi, ma façon de fonctionner, c'était plutôt. Alors à l'époque, il n'y avait pas tout le contrôle continu qu'il y a aujourd'hui. Ah oui. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait des examens à la fin de l'année et puis point barre, quoi. Donc il fallait. Il y avait une session dite de rattrapage, mais bon. C'était si vous étiez cassé la jambe ou vous voyez, il n'y a pas de rattrapage au sens de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'était one shot en gros. Et donc un mois avant un mois avant les dates d'examen, je devenais moine, quoi, si vous voulez. Je m'enfermais dans ma cellule. Je prenais tous mes cours, je reprenais tout et j'apprenais tout à fond, quoi. Le reste de l'année, j'étais peut-être... Alors le reste de l'année, très important par contre, j'assistais systématiquement à tous les cours, quoi. Je pense que 50 à 75% du boulot, c'est d'être au cours et d'être, comme dirait Jean-Claude Van Damme, aware, quoi. C'est-à-dire pas juste au cours et attendre, c'est être au cours pour y être, quoi. Sinon, j'y allais pas, hein, très simplement. Quand vous avez commencé votre métier, vous aviez sûrement des attentes. Quelles ont été les plus... On va commencer par le négatif. Quelles ont été les plus grandes déceptions de votre métier d'enseignant-chercheur? Ou de chercheur, tout simplement? Non, j'ai jamais été déçu par mon métier. Alors clairement, hein, il faut identifier ce pourquoi on le fait. C'est-à-dire que si c'est pour l'argent, il faut faire autre chose. Si c'est pour la gloire, je pense que c'est pareil. Hein. Moi, il y a un côté... franchement, en termes de déplaisir, il n'y a pas eu grand-chose, en fait. Bien sûr, attention, il ne faut pas idéaliser non plus trop les choses. Hein. C'est un milieu professionnel avec des côtés qui peuvent être négatifs. Hein. Vous savez, il y a des bons plombiers et des mauvais plombiers. Il y a des bons chercheurs et des mauvais chercheurs, au sens, comment on peut dire, où on ne va pas s'entendre avec tout le monde, quoi. Et tout le monde n'a pas la même façon de voir le métier. Donc, mais je dirais que j'ai pas eu il n'y a pas de choses qui m'ont vraiment embêté ou ennuyé ou choqué. Vous avez sûrement eu des surprises lorsque vous avez commencé votre métier, vous aviez des attentes, et puis ensuite, au fil des années, vous avez eu des belles surprises à vous dire je ne m'attendais pas à ça, et en fait, c'est quelque chose qui me plaît encore plus que ce que je pensais. Oui. Je pense que c'est les rencontres, en fait, qui sont vraiment... Voilà, moi, comment dire, c'est toujours compliqué de parler de soi-même, mais en fait, j'avais l'impression pendant longtemps que d'être pas bizarre, mais comment dire, je sais pas, différent peut-être, enfin j'en sais rien, je sais pas comment expliquer, vous voyez. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que le temps passe, qu'on passe les petites classes, le collège, le lycée, la fac, et on commence à se retrouver entre gens bizarres, entre guillemets, si vous voulez. C'est-à-dire entre gens, en fait, tout simplement, qui ont une façon de penser
qui est pas peut-être courante ou qui est pas habituelle, ou voilà, c'est-à-dire la diversité des cerveaux. C'est ça qui m'a beaucoup plu, peut s'exprimer dans notre métier, quoi. On n'a pas besoin d'être tous les mêmes, il ne faut pas qu'on soit tous les mêmes. Et à ce moment-là, eh bien en fait, au fur et à mesure que le métier se déroule, eh bien, on rencontre d'autres cerveaux aussi bizarres que le vôtre, enfin, ou bizarres, je ne sais pas comment il faut dire. Et ça, c'est hyper intéressant, quoi. Parce que, enfin voilà, moi, ça c'est quelque chose que j'avais pas forcément identifié, mais c'est quelque chose qui est vraiment, qui est énorme, quoi. C'est vraiment la rencontre avec les cerveaux des autres et la façon dont ils abordent les questions, les mêmes questions que vous, souvent, enfin, parfois les mêmes questions que vous, mais pas du tout de la même façon, quoi. Et ben ça, c'est vraiment hyper intéressant, quoi. Et c'est pas quelque chose que j'avais forcément identifié au départ, en fait. Vous parliez tout à l'heure qu'il faut échanger avec d'autres cerveaux. Donc, vous travaillez pas seul, j'imagine. Vous travaillez en collaboration avec Oui. d'autres chercheurs. Ça c'est clair aujourd'hui que le travail en réseau, c'est important. D'abord parce que c'est hyper intéressant, hyper enrichissant. Et puis en plus, quand vous mettez deux forces au profit d'un sujet, il avance 2 fois plus vite. Hein. Bien sûr, on est aussi dans un système où il faut qu'il y ait de la production, ce que parfois nous-mêmes on déplore. Mais dans ce contexte-là, avoir plus de force pour répondre à ces impératifs de production scientifique, donc être à plusieurs, ça aide aussi, clairement, hein, indépendamment du fait que c'est d'abord un plaisir de travailler avec les autres. Est-ce que vous avez une anecdote sur votre carrière? Alors, drôle ou non, hein, bien sûr. Alors, c'est pas sur la carrière, ou alors ça veut dire que la carrière, je l'avais identifiée depuis très loin. En fait, je me souviens qu'en 5e, on avait eu... donc, c'était le CIO, ça s'appelait, donc c'est le centre d'information et d'orientation. Donc, il était censé aider un petit peu les élèves qui se cherchaient, normalement un peu tous, d'un point de vue professionnel, ou en tout cas d'un point de vue projet, en tout cas. Et donc, il nous avait fait passer plein de tests. Je me souviens, il y avait des questions, il fallait cocher des cases, enfin voilà. Et à la fin, on m'a dit, vous serez jamais prof. Je me dis, alors, soit c'est peut-être que j'aurais pas dû être prof, hein, peut-être certains étudiants me disent, ouais, c'est vrai, vous auriez pas dû être prof. Mais j'ai trouvé ça marrant parce qu'à la fin, voilà. Et moi, j'étais sorti de ça un peu, c'est-à-dire, je me dis, ah bon, pourquoi? Puis en fait, voilà, ça m'était sorti de la tête. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'applications concrètes dans le monde de l'étude de la communication des animaux? Alors, comment dire? Ouais, il y a 2 réponses à ça. Il y a la réponse officielle, on va dire classique. Alors voilà, par exemple, je vais vous donner un exemple de ce à quoi ça peut servir. C'est vrai que c'est utile, par exemple, de comprendre les signaux animaux. Par exemple, on a pu se servir de ce qu'on appelle les signaux de détresse chez les oiseaux pour faire des bandes son d'effarouchement. Donc ce sont des haut-parleurs qu'on met le long des pistes d'envol sur les aéroports, qui permettent d'éloigner les oiseaux, qui parfois créent des incidents, hein, sur les pistes au moment du décollage. Donc voilà, ça c'est la version, on va dire, oui, voilà, ça sert à ça, donc vous voyez, on sert à quelque chose. Mais ma réponse aujourd'hui, c'est que moi je fais quelque chose qui sert à rien. Et je revendique le fait que ça ne serve à rien. C'est particulier comme réponse. Non, enfin, oui et non. C'est-à-dire que la connaissance, elle peut se suffire à elle-même pour moi. C'est-à-dire que vous savez par exemple la distance entre la Terre et la Lune. On connaît plein de choses, mais qui ne servent absolument à rien. Et pour autant, j'ai l'impression que savoir ça nous rend quand même plus riches. En étudiant les animaux, on se rend compte de tout un tas de capacités, de tout un tas de compétences, de la diversité de leur fonctionnement, de la richesse de leur fonctionnement, et se rendre compte, prendre conscience de ça, le communiquer ensuite au public, c'est aussi participer à la possibilité de sauvegarder notre système, notre environnement, en fait. Actuellement, est-ce que vous conseilleriez aux étudiants de faire le chemin que vous avez fait? Oui, bien sûr. Ah oui, clairement.
je pense que d'abord, évidemment, il faut avoir une motivation. Mais il faut avoir de la chance un peu aussi, il faut pas se cacher. Mais surtout, ce qu'il faut faire, c'est croire en ses propres rêves, quoi. Il faut pas avoir de regrets. Il faut tout tenter. Si vraiment la recherche, hein, c'est de ça dont on parle en fait, en gros, et l'enseignement, parce que ça va avec aussi. Hein, la transmission, c'est important aussi. Mais si c'est ça qui vous passionne, il faut absolument tenter le coup, quoi. Il faut pas écouter les oiseaux de mauvais augure. Encore cette semaine, il y a des étudiants qui me demandaient, qui me disaient, mais monsieur, ouais, en fait, j'ai réfléchi à un plan B, parce qu'en fait, j'ai entendu plein de gens qui m'ont dit, mais il n'y a aucun avenir dans l'étude du comportement animal et tout ça et tout ça. Si vous partez comme ça, si vous partez en vous disant, de toute façon, c'est pas pour moi, ah ben, c'est sûr qu'on va pas aller très loin. Vous allez réussir à la hauteur de vos ambitions, de votre énergie, de votre motivation. Si vous y tenez plus que tout, mais vous y arriverez. Enfin, j'en suis sûr de ça. Tout dépend à combien on y tient, quoi. Voilà. Et donc, clairement, il faut se lancer, quoi. Il y a rien de pire dans la vie, je pense, que d'avoir des regrets. Si on rate, c'est pas grave, on a essayé, au moins, on a tenté le coup, quoi. Il faut... moi, par exemple, je fais ma thèse par plaisir, quoi, vous voyez. J'avais pas d'objectif professionnel à ça. Donc, c'était... Je pense qu'il faut rester dans cet état d'esprit. Il faut tenter. Bien sûr qu'il faut avoir de la chance. Il faut avoir une motivation. C'est sûr. Mais il faut absolument essayer, quoi. Et donc, tous ceux qui veulent faire ce genre de job, ouais, il faut qu'ils essayent. S'ils en ont l'envie profonde, il faut qu'ils essayent. Lorsque vous partez au travail le matin, est-ce que toutes vos journées sont pareilles? Ou alors chaque journée est différente? Et peut-être est-ce que dans l'année, vous avez des saisonnalités? Lorsque vous faites peut-être du terrain, peut-être un peu plus d'analyse? Le gros avantage de ce travail, c'est qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble, en fait. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi j'y suis attaché. C'est-à-dire que par exemple, si je prends cette semaine là, ou la semaine d'avant, enfin bon, peu importe. Un jour, je suis en Skype avec une ancienne étudiante qui travaille maintenant aux États-Unis, Carole pour ne pas la citer. Salut Carole, si tu m'entends. Et avec qui on doit continuer à traiter des données qui sont issues de son passage au laboratoire il y a quelques années, il y a 2 ans, où elle était en postdoc avec moi et puis avec une collègue donc de Paris. Puis le lendemain, par exemple, j'ai pris mon cours, j'avais 400 diapos, c'est un cours que j'avais envie de remettre à jour. Il y avait des choses qui m'embêtaient, des choses que je trouvais mal articulées. Donc j'ai fait ça toute ma journée. J'ai passé ma journée à refaire mes diapos de cours. Et puis le surlendemain, je suis venu au labo. Je suis allé travailler avec une étudiante qui est à l'heure actuelle en master 2. C'est Mathilde, là aussi, pareil, un petit coucou. Avec laquelle on a monté un design, un protocole, parce qu'elle avait une idée, et on s'est dit, tiens, on va essayer ça. Allez, go, c'est parti. Donc c'est jamais pareil, en fait. Alors oui, c'est jamais pareil. Il y a quand même quelques contraintes. C'est-à-dire que c'est pas toujours je gère mon temps comme je veux non plus. Hein. Il y a par exemple les heures et les jours de cours sont fixés. Donc là, on a un planning. On a un planning. On va essayer de le respecter quand même. Pareil, par exemple, pour avoir nos financements, il nous faut une certaine production scientifique, des articles scientifiques, donc environ 1 par an. Donc là aussi, ça donne un peu d'un cadrage dans le temps, mais globalement, on est et surtout dans l'équipe à laquelle j'appartiens. Bon, c'est le cas de beaucoup d'équipes, je pense, mais dans notre équipe, on a une liberté d'action et une liberté de pensée qui est hyper importante. Et donc voilà, on ne pointe pas clairement. On ne pointe pas, mais moi, ça m'arrive de travailler, entre guillemets, à 4h du matin, et je trouve ça normal, quoi. Et puis après, bien sûr, le piège, c'est quand on fait ça, c'est de faire attention à ce que la vie privée, il y en ait... Enfin, voilà, il faut faire attention à ne pas tout le temps travailler jusqu'à 4h du matin. Steve Jobs, vous connaissez Steve Jobs? Oui. Il a révolutionné le monde du numérique, il a apporté des nouvelles idées, des nouvelles technologies. Quels sont les Steve Jobs de votre discipline? Alors, je ne sais pas s'il y a des Steve Jobs, mais par contre, si quelqu'un arrivait à me fabriquer, à me mettre en place des capteurs miniatures
ultra petit, hein, qui puisse rentrer dans un poisson de 4 cm par exemple, hein, sans que ça le gêne pour nager, communiquer, etc. Capteur multisensoriel, en plus ça serait bien que je puisse avoir toutes les constantes physiques, en fait, enfin on va dire biochimiques même précisément, mais physiques aussi, hein, la température de l'animal, et puis quand il émet des sons surtout par exemple. Quand vous avez un groupe d'individus, vous étudiez une population, que vous vous intéressez aux interactions entre les individus, c'est très compliqué de savoir qui cause, qui parle à quel moment. Ça paraît tout bête ça, hein, mais c'est une difficulté très importante dans ce qu'on fait nous, et en tout cas dans ce que je fais moi. Et donc quelqu'un qui aurait cette capacité à générer ces micro-capteurs multisensoriels, enfin, qui permettraient de récupérer de multiples informations à distance, voilà, si ce gars existe, s'il est par là, il faut qu'il m'appelle. Je suis très intéressé. Je pense qu'un jour on y arrivera, mais c'est peut-être pas encore une technologie qui est dans le domaine public en tout cas. Bah, je contacterai cette personne. Ok, je veux bien. Si vous avez des possibilités, ça m'intéresse beaucoup. Ok. Ça commence à exister déjà, hein, sur un certain nombre d'animaux. On a des petits sacs, hein, des petits sacs. Alors tous les animaux ne les tolèrent pas, notamment en milieu naturel, c'est compliqué. Hein. Mais des petits sacs, hein, sur lesquels vous avez des capteurs, notamment des micros, et ça permet de commencer à comprendre un petit peu qui émet quoi à quel moment, avec des GPS qui permettent aussi de repérer la position spatiale des animaux, etc. Donc, dans le futur, ce que vous pensez qui va arriver, c'est ça. C'est des technologies qui permettront de découvrir, d'enregistrer en fait des données qui ne peuvent pas être encore enregistrées. Oui, c'est de trouver des méthodologies Déjà, ce qui s'est passé, je pense, hein, c'est que conceptuellement, les gens s'autorisent à poser des questions aux animaux. On dit comme ça, nous, dans notre domaine, qu'il était impensable ou qui n'était pas, qui n'était pas posé en réalité. Par exemple, la personnalité chez les poissons, vous voyez. Aujourd'hui, les gens ont des questionnements qui sont beaucoup plus fins, qui passent un certain nombre de tabous. Donc déjà, on a ça, c'est-à-dire qu'on a cette liberté de positionner les problèmes sur d'autres terrains que des terrains plus classiques. Est-ce que pour les étudiants qui nous regardent, vous auriez des recommandations à leur faire en termes de livres? Alors, je sais que les étudiants ne savent plus lire. Est-ce que vous avez des chaînes YouTube ou des sites internet? Alors, je vais rester vieux jeu. Non, je vais vous citer. Alors, il y a un bouquin là qui est sorti là ces jours-ci, qui s'appelle Les animaux parlent. Donc, c'est écrit par mon collègue Nicolas Madevon, qui est en plus le directeur du laboratoire NS auquel j'appartiens. Alors, je le cite pas du tout parce que c'est mon directeur, parce que j'ai ouvert son bouquin, j'ai commencé à le lire sur Google Scholar. Je l'ai acheté, hein, en vrai, hein, en physique, hein, parce que moi j'aime bien les bouquins dans le réel. Mais j'ai commencé à le lire en ligne. Il est passionnant ce bouquin. D'abord, donc ça relate des aventures humaines scientifiques. En plus, ça apporte des informations sur la communication animale. C'est vulgarisé, c'est-à-dire que vraiment n'importe qui peut lire ça, mais je le conseille notamment aux étudiants. Parce qu'en plus, il y a toute la démarche scientifique à l'intérieur, la façon dont les chercheurs se posent les questions. Je le conseille vraiment à tous les étudiants qui veulent découvrir ce que c'est que l'éthologie, hein, de façon générale, et plus particulièrement ceux qui sont intéressés par la communication animale. Peut-être une chaîne YouTube alors Il faut aller voir les reportages de Attenborough. Il a fait ça sur la BBC, je crois. La plupart sont libres de droit, c'est-à-dire on les trouve sur YouTube ouais, je pense même sans trop forcer, c'est assez facile à trouver. Et ça, vraiment, voilà, il y a des choses vraiment hyper intéressantes là-dedans pour comprendre ce que c'est que ces sciences de l'étude du comportement animal. Voir des vidéos, c'est bien, hein, c'est super intéressant. Mais je crois que ce qui est encore plus intéressant, c'est de regarder autour de soi, quoi. Si vous avez, je sais pas moi, si vous avez une fourmilière dans votre jardin, mais allez voir ça. Vous pouvez filmer aussi, vous pouvez même faire des petites expériences, toujours en faisant attention aux animaux, en respectant bien sûr les êtres vivants, mais vous allez pouvoir déjà, vous avez un champ d'études qui est monstrueux, quoi. Donc c'est déjà
regardez dans votre jardin. Si vous passez 20 minutes à observer des fourmis, vous allez déjà vous poser des dizaines de questions. Et si vous commencez à vous demander comment ça marche, bon bah déjà c'est que vous avez vous avez quelque chose de ce que ont les chercheurs et qui est au centre en fait, qui est au cœur de ce qui a commencé mon métier en fait au départ. Vous avez sûrement d'autres activités hormis l'étude du comportement animal. Oui, mais dans quel sens, dans quel genre? Vous avez sûrement, en dehors de votre activité professionnelle, vous aimez bien, je pense, peut-être l'informatique, vous aimez bien découvrir, peut-être vous êtes passionné de mécanique, peut-être que vous êtes passionné de... Quelle est votre passion dans la vie? Ah, j'en ai des tonnes en fait. Pendant un certain nombre d'années, par contre, ouais, ça m'a pas mal occupé. J'étais dans un groupe de théâtre amateur en fait pendant une bonne vingtaine d'années. Ça c'était aussi quelque chose enfin c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi. Ouais, ça clairement. Aujourd'hui, j'en fais plus. Après, je vous dis, enfin voilà, beaucoup de choses m'intéressent en fait. Effectivement. Mais notamment marcher en milieu naturel, le bricolage, tous les arts possibles et imaginables, le cinéma, la peinture, la littérature. Littérature un peu moins, peut-être parce que je lis souvent, pour mon boulot, je lis beaucoup, je lis plusieurs heures par jour et le soir, je n'ai pas forcément envie de relire autre chose. Mais ouais, enfin, je m'intéresse à beaucoup de choses en fait, indépendamment du boulot, quoi. Vous êtes sensible à la culture? Oui, énormément. Enfin, pour moi, j'allais dire que c'est aussi important que le boulot pour, dans ma vie personnelle, ouais. Alors, vous avez fait du théâtre et quelle pièce avez-vous joué? Alors, on travaillait beaucoup. Tous les auteurs, on travaillait aussi bien les classiques, hein, on va dire Molière, Shakespeare, des choses comme ça, que du théâtre contemporain avec des auteurs plus récents. Et donc notre groupe en fait, il a travaillé donc dans le cadre dans le cadre universitaire en fait. Donc c'était une troupe qui est associée au tout départ des étudiants, des enseignants, et puis progressivement qui s'est un peu élargie à d'autres personnes. Une troupe qui était dirigée par Jean Di Donato, là aussi si jamais il me voit, sait-on jamais. Et donc on avait des ateliers comme ça de création, de répétition, et puis le spectacle qu'on donnait très souvent dans le cadre de l'université, mais pas forcément que dans le cadre de l'université, c'était une compilation de morceaux de scène. C'est classique ça pour maintenir un groupe, pour que tout le monde puisse intervenir, et puis aussi pour maintenir la tension dramatique, on va dire. C'est plus simple sur une série de scènes que sur une pièce complète. Oui.